Merci, messieurs, d'avoir fait l'effort d'être là ce soir, et sachant que le contexte est perturbant, y compris pour le Parlement. Moi, j'avais plusieurs questions qui me sont venues à l'esprit en vous écoutant. Vous avez évoqué, Monsieur Surel, dans votre intervention, le fait que mise en œuvre impliquait traduction ou trahison. Et vous avez une phrase de mémoire, on sait bien que c'est plus souvent trahison que traduction. Est-ce que vous voulez bien en dire un peu plus long? Prendre éventuellement nos exemples, hein. De toute façon, au stade où nous en sommes, il y a eu un certain nombre d'auditions. Il faut vraiment qu'on se penche sur des cas concrets, des exemples en fait, des cas types. C'est-à-dire qu'il y a des principes généraux qui sont mobilisés à chaque fois qu'on rencontre des acteurs, mais là on va avoir besoin de rentrer dans le dur d'une certaine manière. Donc ça c'était un premier point. Deuxième point à propos de cette agence, et vous avez fait référence au Government Accountability Office aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de l'argument que vient d'évoquer le rapporteur, M. Barrot, de la séparation des pouvoirs? Parce qu'il nous a été opposé au moment où ça a été discuté sur le projet de réforme de la Constitution. Il y avait un petit peu une alternative, hein. Soit le Parlement créait sa propre agence, soit on donnait au Parlement le pouvoir de mobiliser les ressources du Conseil d'État. Dans les deux cas, ce qui était opposé, c'est ben non, c'est pas le rôle du pouvoir législatif. Là, on est dans le champ du pouvoir exécutif. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en fait, on est un petit peu sur cette frontière-là. Et puis, un troisième point vous avez aussi évoqué tous les deux la question de la perception, de l'intention initiale et puis un peu de la réalité perçue. Qu'est-ce que vous dites il me semble en tout cas que le contrôle qui est exercé par le Parlement et qui est réel de l'action du gouvernement, mais aussi par la haute administration de sa propre action, c'est quand même essentiellement une entrée budgétaire. En tout cas, c'est une entrée chiffrée. D'une certaine manière, avec le vote du budget, le Parlement est un petit peu dans un exercice de contrôle de gestion, quasiment. Or, on sait on découvre de plus en plus que quand on se penche sur la concrétisation de la loi, l'entrée chiffrée, c'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'il y a la réalité mesurée et la réalité perçue ne sont jamais superposables. Et il y a de l'humain, il y a ce que vous disiez. Il y a de l'humain, il y a du management, il y a une question de ressources humaines, il y a une question d'injonction contradictoire, il y a une question de... Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a comme outil, y compris, est-ce que l'administration elle-même, les grands corps, est-ce qu'ils se penchent là-dessus? Est-ce qu'ils ont eux-mêmes des outils qui leur permettent d'apprécier la façon dont ils managent leurs propres ressources humaines et la façon dont ils accompagnent le changement qui est demandé à chaque fois qu'il y a une loi qui est votée, en fait. Monsieur le professeur Sorel. Oui, merci pour toutes ces questions. Alors, pour revenir à vos 3 points, effectivement, donc le dilemme habituel, c'est effectivement traduction, trahison. Et l'idée de trahison, c'est de dire qu'il y a toujours un écart, en fait, entre les objectifs initialement annoncés et les résultats effectivement constatés. Donc, c'est en ce sens-là qu'il y a trahison. Et un certain nombre de travaux ont essayé de montrer quelles étaient les dimensions qui expliquent justement cet écart. Et il y en a deux, sans doute, qui sont un peu souvent mis en avant. C'est d'abord le degré d'ambiguïté de la loi et de la décision initiale. Et en second lieu, le degré de conflictualité des dispositifs. C'est-à-dire que plus la loi est ambiguë, plus la mise en œuvre sera difficile. Et donc plus elle est claire, donc à la fois dans ses intentions, les moyens et les compétences qui sont ici anticipées, moins donc la mise en œuvre sera problématique. Et la deuxième dimension, c'est le degré de conflictualité, c'est-à-dire est-ce que la loi paraît à la fois consensuelle d'un point de vue politique et est-ce qu'elle a aussi l'assentiment des personnes directement concernées, donc des parties prenantes éventuelles à sa mise en œuvre, voire des clientèles du dispositif. Et là encore, on voit très bien que plus la loi donc, est conflictuelle dès le début, plus la mise en œuvre sera évidemment contestée, donc, puisque toutes les résistances qui n'ont pas été résolues au moment de la décision vont nécessairement ressurgir au moment de la mise en œuvre. On rejoue finalement le jeu de la négociation et de l'échange de coûts qui accompagne d'une certaine façon l'élaboration initiale du dispositif. Et donc il y a une multiplicité d'exemples possibles. Enfin, c'est quasiment la totalité des travaux de sociologie ou de sciences politiques sur la mise en œuvre attestent de cet écart entre la mise en œuvre telle qu'elle est constatée sur le terrain et des intentions initiales. Moi, j'avais travaillé il y a quelques années sur
la politique du livre, et notamment sur la loi Langue sur le prix unique. Il était clair qu'en dépit de la simplicité apparente de la loi, donc, il avait été extrêmement compliqué de mettre en œuvre le dispositif en raison des résistances des centres Leclerc, de la FNAC, des mobilisations aussi assez finalement ambiguës des petits libraires qui normalement bénéficiaient de la loi, mais qui n'étaient pas nécessairement donc, favorables en fait, à ce dispositif. Donc il y a tout un travail de pédagogie, d'accompagnement et de suivi, effectivement, pas simplement de la loi, mais de l'ensemble des dispositifs qui lui sont attachés, y compris un travail de conviction à l'égard des acteurs, donc collectifs ou individuels, qui sont concernés. Sur le GAO et la séparation des pouvoirs, oui, bien sûr. Donc, le GAO, c'est une institution qui est tout à fait donc, attachée, en tout cas qui a été structurée avec cette idée de séparation des pouvoirs. C'est une agence qui est dite indépendante, mais au sens américain, c'est-à-dire qu'elle est indépendante des partis politiques. Son directeur, le contrôleur général, a un mandat de 15 ans, donc, ce qui lui garantit une indépendance à l'égard des différents mandats, donc, à la fois du président et des parlementaires. Et elle a été formatée pour justement donc, délivrer une expertise autonome au Congrès pour faire des recommandations également aux congressmen, donc avant même l'élaboration d'un texte de loi, pour faire en sorte qu'il y ait une vraie capacité ici d'expertise et de contrôle de l'action gouvernementale qui ne dépendent pas précisément des autres agences gouvernementales. Il y a une agence à peu près équivalente qui est attachée à la présidence, c'est l'OMB, l'Office of Management and Budget, mais précisément donc les parlementaires se sont donnés donc ici la capacité donc à produire donc ici une expertise autonome. Et c'est une agence qui est très puissante, donc elle a des capacités d'investigation qui sont extrêmement importantes. Donc elle doit pouvoir se faire livrer toutes les pièces à sa demande, et si elle les obtient pas, elle va en justice contre l'administration concernée. Donc il y a une vraie volonté ici d'assurer la séparation des pouvoirs, y compris encore une fois du point de vue de la capacité d'expertise et de production de diagnostics autour des politiques publiques et de la loi. Donc moi, si j'avais une préconisation à faire, enfin, modestement, ce serait justement de créer un office parlementaire qui aurait cette capacité autonome d'expertise, donc avec peut-être au départ des moyens limités, donc avec des focus sur un certain nombre de lois qui paraissent importantes, mais en tout cas avec l'idée de ne pas dépendre du point de vue à la fois du diagnostic et des solutions avancées d'autres acteurs, donc du point de vue encore une fois des informations divulguées et des propositions qui sont faites. En fait, enfin sur les... Une cour des comptes pour les parlementaires. Oui, d'une certaine façon. Mais en l'état, la Cour des comptes, c'est vrai que notamment depuis la présidence de Philippe Séguin, elle a évolué vers justement un travail d'évaluation plus systématique, ce qui est... Et de fait, oui, elle ne travaille pas pour vous. Donc, elle a ses propres intérêts en tant qu'institution à défendre. Et donc, l'intérêt du GAO, c'est précisément ça, c'est qu'il est destiné à travailler pour les parlementaires, uniquement pour les parlementaires. Il y a un pouvoir d'autosaisine, hein, c'est pas uniquement les parlementaires qui lui commandent les études, mais c'est vraiment une agence qui a cette capacité, encore une fois, donc une vraie autonomie institutionnelle et de moyens également. Donc, parce que c'est une agence qui a un budget donc, de plus de 500 millions de dollars, il y a 3000 employés, donc elle a des pouvoirs évidemment d'investigation qui sont extrêmement importants. Donc, je ne dis pas qu'il faut aller évidemment jusque-là. Donc mais en tout cas, voilà, ça atteste de la puissance de l'agence du point de vue de ces dynamiques. Sur votre troisième point, sur les perceptions, c'est un problème évidemment qui est récurrent dans l'analyse des politiques publiques, c'est qu'on voit toujours un écart effectivement entre un certain nombre de statistiques liées à des enjeux et le sentiment qu'on peut avoir à l'égard de ces politiques. Un des exemples qui me vient à l'esprit, c'est la question du sentiment d'insécurité. Donc on voit très bien que parfois, dans un contexte local, le sentiment d'insécurité n'a rien à voir avec les chiffres de la délinquance. Et donc il y a un double travail à faire, à la fois sur les chiffres objectifs et également sur, là aussi, un travail d'accompagnement, sans doute, et d'information et de transparence sur la réalité du terrain et sur la façon de convaincre ou d'impliquer les acteurs concernés, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, sur un contexte précis. Et donc, je crois avoir déjà un peu répondu sur la question de l'office parlementaire. Donc, en tout cas, je pense que de mon point de vue, c'est quand on voit les dynamiques justement de séparation des pouvoirs et d'expertise, enfin, ça paraît une conclusion assez forte. Et effectivement, donc pourquoi pas effectivement proposer ou encourager les députés à aller eux-mêmes sur le terrain, y compris avec ces missions d'évaluation, pour avoir aussi peut-être un diagnostic plus politique. Enfin, c'était l'un des éléments de ma présentation liminaire, de dire que l'objectif doit aussi être un objectif politique, c'est-à-dire un objectif aussi de légitimation du travail parlementaire, et peut-être que la présence des députés directement au contact des acteurs sur le terrain, dans le cadre de ces missions d'évaluation, pourrait participer de cette légitimation, de cette relégitimation du travail parlementaire.